Bonjour, je m'appelle Philippe Heinz. Je suis le président de Tonus Capital. J'ai fondé l'entreprise il y a environ 15 ans et on gère un fonds mutuel pour nos investisseurs. Je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi un fonds mutuel. L'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est d'expliquer aux adolescents et aux jeunes adultes pourquoi c'est important d'épargner, les options que vous avez lorsque vous voulez investir et finalement quelques alternatives, quelques façons de faire pour investir vous-même votre argent. Donc, épargner et commencer à épargner jeune, c'est très important parce que ça va te donner beaucoup de flexibilité, beaucoup de liberté plus tard dans ta vie. Tu peux utiliser ces épargnes-là, cette liberté-là pour faire un achat comme une maison, une voiture, pour prendre une année, arrêter de travailler pour un an, pour voyager, pour faire des dons, faire face aux imprévus qui peuvent arriver dans la vie, ou pour investir. Donc, avoir des épargnes, avoir sauvé de l'argent, ça vous donne beaucoup d'opportunités dans le futur. Quand on a épargné de l'argent, les trois grandes catégories où est-ce qu'on peut investir notre argent, c'est soit en gardant en argent, soit en achetant ou en investissant dans des obligations, ou soit en investissant dans des actions. On va parler de chacune des trois catégories, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que plus on espère avoir un rendement élevé, plus on va prendre de risques. Donc, si les risques sont vraiment bas, les rendements risquent d'être moins élevés. Quand les risques espérés, comme avec les actions, sont plus élevés, bien, ça vient avec un risque de perte qui est aussi plus élevé. Donc, si vous commencez jeune et si vous êtes capable d'avoir la discipline de sauver 250 par mois, de mettre ça dans un compte d'épargne ou dans un compte d'investissement et avec un taux de rendement, on va parler du taux de rendement un peu plus tard, mais de 8 dans notre exemple ici sur la diapo, eh bien, après un an, vous avez 3 300 $. Après 10 ans, vous avez 45 000 $. Après 30 ans, vous avez 375 000 $. Donc, ça va très rapidement quand on est capable d'épargner avec une certaine discipline, de sauver de l'argent. On obtient rapidement un gros montant dans notre compte d'épargne ou dans notre compte d'investissement. Et si vous êtes capable de commencer à 20 ans, comme le graphique de droite le montre, à épargner 250 $ par mois, bien, à 60 ans, vous allez être millionnaire. Donc, ça va quand même assez rapidement. Pour un montant qui, peut-être qu'aujourd'hui, 250 $ ça peut paraître élevé, mais quand vous allez commencer à travailler, le salaire minimum aujourd'hui est à 15 $ par heure. Donc, un mois normal, un employé va gagner au salaire minimum environ 2 500 $. Donc, si vous prenez une petite portion de cet argent-là et avec une excellente discipline à chaque mois de la mettre de côté, bien, vous serez, avec un rendement de 8 vous serez un millionnaire à 60 ans. Donc, l'option numéro un, quand on a de l'épargne, c'est le compte de banque. Donc, avec la banque, c'est assez simple. On place notre argent dans le compte de banque. La banque va nous payer un certain taux d'intérêt, donc un certain montant par année, un certain pourcentage qu'ils vont nous remettre sur notre argent laissé dans notre compte. Puis avec la banque, avec le risque est très, très faible. Donc, même si c'est sans risque, si on investit, si on dépose 1 000 $ à la banque, dans notre exemple, au début de l'année, et à la fin de l'année, la banque va nous redonner, notre 1 000 $ va toujours être là et la banque va nous avoir payé, nous avoir donné 17 $ en intérêt. Il y a deux types de comptes majeurs, deux principaux types de comptes dans une banque. On a un compte de chèque qui habituellement offre aucun rendement, donc aucun taux d'intérêt. Mais il y a aussi le compte d'épargne qui, présentement, les comptes d'épargne des banques canadiennes donnent un taux d'intérêt de 1,7 aux épargnants. Donc, le rendement n'est pas très élevé. Ce n'est pas assez pour obtenir notre 8 de notre exemple précédent, mais le risque est nul, très faible de ce qu'on laisse dans notre argent dans la banque. Option numéro 2, c'est les obligations. C'est quoi une obligation? C'est un contrat entre un prêteur et un emprunteur, où est-ce que l'emprunteur prend l'argent et promet de repayer
le montant d'argent plus les intérêts au prêteur. Donc, l'exemple facile à comprendre, c'est lors de l'achat d'une maison. Donc, lorsque tu vas acheter une maison, tu vas probablement avoir emprunté de l'argent pour payer une partie de la maison et la banque va te prêter de l'argent pour une période de 15, 20, 25 ans. À chaque année, la banque va charger un taux d'intérêt pour avoir fait ce prêt. Donc, l'emprunteur doit payer l'intérêt au prêteur, donc à la banque dans notre exemple. Et à la fin du terme, après plusieurs années, l'emprunteur a remboursé tout l'argent qu'il avait emprunté à la banque, plus les taux d'intérêt. Les investisseurs qui ont assez d'argent peuvent eux aussi devenir des prêteurs. On peut prêter au gouvernement, on peut prêter à des entreprises, on peut prêter des particuliers. Donc, c'est une des options qu'on a quand on veut investir, ce sont les obligations. Donc, comment ça fonctionne? C'est le même principe que la banque. On prête un certain montant d'argent, dans notre exemple, 1 000 $ à un emprunteur, et on lui charge un taux d'intérêt. Si on utilise 8 l'emprunteur, après un an, doit nous rembourser après un an, doit nous remettre le 1 000 $ et 80 $ d'intérêt. Donc, on reçoit 1 080. Alors, le rendement est un peu mieux qu'avec un compte de banque. Le risque est quand même moins élevé qu'avec les actions, mais il y a un risque que l'emprunteur ne sera pas capable de repayer son emprunt. Et à ce moment-là, le prêteur va perdre une partie ou tout de l'argent qui avait été prêté. Quelques exemples. Donc, encore ici, plus on va prendre de risques, plus il va y avoir de rendement. Les obligations avec le moins de risques, ce sont les obligations du gouvernement du Canada. Pourquoi? Parce que la Banque du Canada ou le gouvernement du Canada peut imprimer de l'argent pour repayer ses obligations, repayer sa dette. Donc, le risque que le gouvernement canadien ne paie pas ses obligations est pratiquement nul. Donc, le gouvernement du Canada, présentement, pour un prêt de 5 ans, va offrir aux prêteurs un taux de 3,2 %. Donc, mieux que ce qu'on avait du côté du compte de banque. Les provinces aussi empruntent. La province du Québec est un petit peu plus risquée que le gouvernement du Canada, donc le taux d'intérêt est un peu plus haut, à 3,75 % par année. Les entreprises aussi empruntent de l'argent. Tim Hortons, par exemple, est une compagnie qui emprunte, vu que c'est une entreprise qui est quand même établie depuis longtemps, qui génère beaucoup de profits. Le taux d'intérêt est raisonnable. Donc, eux peuvent emprunter présentement pour 5 ans à 5,4 %. Et si on va dans une catégorie un peu plus risquée, j'ai pris l'exemple d'Autobus Lyon. Cette entreprise-là est moins solide financièrement, a un moins long historique, fait moins de profit. Donc, le risque est plus élevé que Autobus Lyon ne serait pas en mesure de repayer l'entièreté du prêt dans quelques années. Donc, eux offrent 13 % ou les investisseurs demandent 13 % pour un prêt à Lyon. La dernière catégorie d'investissement disponible sont les actions. Donc, les actions, c'est un pourcentage d'actionnariat. Donc, l'actionnaire qui a des actions est propriétaire d'un petit pourcentage d'une entreprise. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont publiques, donc on peut acheter des actions de ces entreprises-là. Par exemple, notre compagnie Tonus, nous ne sommes pas publics, donc les investisseurs ne peuvent pas acheter des actions dans l'entreprise. Un autre exemple, disons la Cage au Sport, c'est une compagnie privée, donc même si on aime le restaurant, on ne peut pas acheter les actions de l'entreprise. iSoap, c'est une compagnie privée aussi, on ne peut pas acheter des actions dans cette entreprise-là. Mais la plupart des grandes compagnies dans le monde et au Canada sont publiques, c'est-à-dire qu'ils ont mis leurs actions sur une bourse. Au Canada, c'est la bourse de Toronto. Aux États-Unis, c'est la bourse à New York. Donc, les actions se transigent à chaque jour. Des gens peuvent acheter ou vendre leurs actions de ces grandes entreprises-là. Et c'est une option qui est disponible à tous les investisseurs d'acheter une petite portion ou une grosse portion. Si on a beaucoup d'argent, on peut acheter une grosse portion dans ces compagnies-là. Quand on achète une action, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent en achetant une action? Donc, au début, on doit acheter l'action. Après ça, à chaque année, la compagnie va verser un dividende. On va payer un dividende, va prendre une partie de ses profits et va payer aux actionnaires un certain montant à chaque année. Puis,
après une certaine période de temps, tu peux vendre ton action et idéalement, tu peux vendre ton action à un prix plus élevé que le prix auquel tu l'as acheté au début. Donc, faire un peu d'argent avec le dividende à chaque année, puis faire un gain lorsqu'on vend l'action à un prix plus élevé. On prend un exemple. McDonald's, c'est une compagnie qui est publique, donc on peut acheter une portion de McDonald's. Chacune des actions, donc chacune des petites portions de McDonald's, vaut 296,51. En fait, valait 296 au 31 décembre. Et l'entreprise, McDonald's au complet, est divisée en 725 millions d'actions. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites portions de McDonald's qu'on peut acheter à la bourse. Donc, si on prend le nombre d'actions totales, 725 millions, multiplié par la valeur d'une action, ça nous donne la valeur totale de l'entreprise. Donc, la valeur totale de McDonald's, c'est 215 milliards de dollars. C'est une très grosse entreprise. Donc, il est possible pour toi d'acheter une action de McDonald's à 296 et donc devenir un des actionnaires, un des propriétaires de McDonald's. Ou si on va en acheter plus, et le plus gros actionnaire individuel de McDonald's, c'est un monsieur du nom de John Rogers. Lui, il en a acheté 88 600 actions. Donc, lui, ça vaut 26 millions d'argent que la valeur de ses actions de McDonald's. On parlait plutôt de l'achat du dividende de la vente. Donc, si on peut acheter McDonald's aujourd'hui à 296 Le dividende que paie McDonald's, c'est 6,68 par année. Donc, à chaque année, ils vont remettre 6,68 à leurs actionnaires. Donc, ça donne un petit rendement, un petit retour d'argent qu'on reçoit de McDonald's. Puis, on peut vendre plus tard son action et idéalement un prix plus élevé que 296 Historiquement, si on regarde à la valeur de l'action au cours des 5 dernières années, l'action de McDonald's a bien fait. Il y a 5 ans, en 2018, l'action valait 175 puis aujourd'hui, elle vaut 296 Donc, quelqu'un qui a acheté il y a 5 ans a reçu son 2 par année et aujourd'hui a un beau gain de 125 sur son achat. À long terme, quand on investit à la bourse, c'est important de penser long terme, d'avoir un horizon de placement. Donc, penser à vouloir vendre ses actions, pas nécessairement la semaine prochaine ou le mois prochain, mais dans plusieurs années. Parce que ça peut monter comme ça peut descendre les actions à court terme, mais sur une longue période de temps, le marché boursier, les actions ont tendance à monter avec une belle progression. Le graphique que vous voyez sur le diapo, c'est un graphique de 325 ans d'historique du marché américain. Puis vous voyez qu'à long terme, sur beaucoup, beaucoup d'années, la tendance est vraiment vers le haut. Donc, les actions à long terme devraient monter. Et donc, si on reste dans les actions, si on reste investi assez longtemps, on devrait avoir les gains là, sur nos investissements. Certains exemples de compagnies publiques. Donc, beaucoup des compagnies dont on achète les produits sont des compagnies publiques. Donc, voici quelques exemples de compagnies publiques. Il y a même des équipes de sport qui sont publiques. Donc, vraiment, comme investisseur, tu as beaucoup d'options de compagnies dont tu peux choisir pour investir. Maintenant, si on y pense, quelle est la plus grosse compagnie au monde, la compagnie qui a la plus grande valeur boursière au monde? Je te donne 5 secondes pour y penser. Et la réponse, c'est Apple. Apple est la compagnie présentement qui a la plus grosse valeur au monde. Elle vaut 3 milliards de dollars, donc vraiment un montant énorme, suivi de près par Microsoft et après on a Google, Amazon, donc ce sont tous des compagnies qui ont une valeur très, très élevée. Et la plus grosse compagnie canadienne que j'ai placée ici, c'était la Banque Royale. Donc, au Canada, c'est notre compagnie qui a la plus grande valeur. Est-ce que Apple vaut le plus parce que c'est Apple qui a les plus de ventes, donc c'est eux qui vendent le plus dans le monde? Pas nécessairement. Donc, en fait, la compagnie qui a les plus grosses ventes, c'est Walmart. Walmart a des ventes de 600 milliards, donc c'est eux qui ont les plus grosses ventes au monde. Vous voyez qu'Apple est quatrième, donc pas très loin, mais ce n'est pas nécessairement la quantité de ventes, donc le nombre
de produits vendus qui déterminent la valeur d'une compagnie, c'est surtout les profits. Donc, Apple est la compagnie au monde qui génère le plus de profits. C'est quoi un profit? C'est quand une compagnie vend des billets, vend des services, la compagnie reçoit de l'argent, donc ils ont des revenus de leur vente. Puis on prend les revenus, puis on enlève toutes les dépenses, payer les employés, payer les produits, payer la publicité. Ce qui reste à la fin, ce sont les profits. Donc, l'objectif des entreprises, c'est d'avoir le plus de ventes possible et le moins de dépenses ou contrôler ses dépenses. Donc, plus on augmente les ventes, on va augmenter nos profits. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des profits élevés et de continuer à augmenter ces profits-là dans le temps. Donc, Apple, présentement, vous voyez, est celle qui a les plus hauts profits. Et c'est pour ça que c'est la compagnie qui vaut le plus. Donc, voici le graphique de Apple sur les 10 dernières années, l'évolution de la valeur de l'entreprise. Donc, ça a été un super investissement Apple. Quelqu'un qui a investi dans Apple il y a 10 ans a payé environ 20 pour son action. Et aujourd'hui, Apple vaut presque 200 Donc, la valeur de l'action a augmenté de 10 fois. Donc, ça a été vraiment un des meilleurs investissements des 10 dernières années. Et pourquoi est-ce que le prix a monté comme ça? On voit sur cette diapo que le prix de l'action va tendre à augmenter avec les profits de l'entreprise. Donc, la ligne rose que vous voyez, ce sont les profits qu'Apple a générés. Vous pouvez voir que les profits aussi ont augmenté énormément dans les 10 dernières années. Donc, en général, le prix des actions va augmenter ou diminuer avec les profits que la compagnie est capable de faire. Donc, si vous investissez dans Apple aujourd'hui, à 200 vous devez vous demander est-ce que Apple, dans les 5-10 prochaines années, va être capable d'augmenter la ligne rose, donc augmenter ses profits de façon importante à partir du niveau d'aujourd'hui. Donc, pour qu'ils soient capables de faire ça, il va falloir qu'ils vendent plus de téléphones, donc ils continuent à garder leur part de marché très élevée, que tout le monde veuille, presque tout le monde veut avoir un iPhone. Est-ce que ça va être comme ça encore dans 10 ans? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils vont être capables de continuer d'augmenter les prix auxquels ils vendent les téléphones? Parce qu'à chaque année, le prix augmente. Est-ce qu'ils vont continuer à vendre beaucoup de licences ou de produits sur le iStore? Est-ce qu'ils vont arriver avec un nouveau produit à vendre? Donc, ce sont toutes des questions qu'un investisseur doit se demander avant d'investir dans une compagnie parce qu'on ne sait pas. L'avenir est incertain. Est-ce que les profits vont augmenter d'Apple? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines années, mais comme investisseur, c'est ce que tu dois te demander lorsque tu investis dans Apple ou dans une autre entreprise. Et c'est est-ce que les profits qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'ils vont continuer d'augmenter dans les prochaines années? Parce que le marché boursier est vraiment bouge beaucoup plus. Donc, il est plus volatile que la vraie valeur d'une compagnie. Donc, à long terme, on peut penser que la valeur d'une compagnie, ce n'est pas une ligne droite, mais si on est propriétaire d'une compagnie, on veut à chaque année essayer d'augmenter nos profits, donc augmenter la valeur de notre entreprise, puis ça va, au cours du temps, la valeur va augmenter de façon assez régulière, si tout va bien. Le marché boursier, par exemple, des fois est très excité. Des fois, les gens veulent vraiment acheter des actions pour toutes sortes de raisons que ce soit. Ça va augmenter rapidement. Des fois, les gens ont peur, les investisseurs ont peur, ils vont vendre trop, puis le prix va baisser énormément. Donc, sur le marché boursier, l'évolution de la valeur de l'entreprise ressemble plus à ce qu'on voit sur la ligne verte. Donc, ça bouge, ça va, ça monte, des fois, ça descend. À long terme, ça devrait se situer autour de la ligne bleue, donc la vraie valeur de l'entreprise, mais à court terme, ça peut bouger beaucoup. Comme investisseur, l'objectif, c'est d'essayer d'acheter quand on est en dessous de la ligne verte, de la ligne bleue, donc acheter quand la ligne verte est sous la ligne bleue, et de vendre quand l'évaluation, quand la valeur de l'entreprise est rendue trop élevée. C'est à ce moment-là qu'on essaie de vendre. Il n'y a personne qui sait exactement c'est quoi la vraie ligne bleue dans le vrai monde parce que toi, tu peux avoir une pensée que la compagnie elle vaut plus que moi. Donc, c'est ça qui fait le marché. Mais on fait tout notre travail d'analyse, c'est essayer de trouver où est la ligne bleue. Puis après ça, regarder sur le marché, voir les investisseurs, on est où sur la ligne verte. Quand on est en dessous de la ligne bleue, on veut acheter. Quand on est en haut de la ligne bleue, on veut vendre. Parce qu'il n'y a pas de garantie sur le marché boursier. À long terme, j'ai montré que ça montait.
mais à court terme, et même sur certaines périodes, ou même avec certaines compagnies, il va y avoir des pertes, il va y avoir des déclins. Je vais donner l'exemple ici de Pfizer. Pfizer, c'est eux qui font le vaccin pour la COVID. Donc, en 2021, quand ils ont découvert ou quand le vaccin est devenu disponible, le prix de l'action a monté beaucoup parce que les investisseurs pensaient qu'ils allaient vendre des vaccins pendant les prochaines années, puis qu'à chaque année, on allait se faire vacciner pour la COVID. Le prix de l'action est monté à 60 $. Puis là, on se rend compte que peut-être qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui vont se faire vacciner. La COVID, ça semble s'être ralenti. Donc, les profits de Pfizer ont diminué et le prix de l'action est passé de 60 $ à 30 $. Donc, il y a un risque quand on investit dans des compagnies. Maintenant, comment investir? Donc, si tu veux investir ton argent, la première chose que tu dois faire, c'est d'ouvrir un compte avec un compte en ligne, un compte d'action en ligne. Donc, il y a plusieurs options pour ça. Un compte de courtage. Les banques canadiennes ont toutes leurs plateformes en ligne de courtage. Les prix sont relativement similaires, donc ça ne coûte pas très cher pour ouvrir un compte et pour transiger. Donc, vous pouvez regarder, là, certaines des banques là, ont leur plateforme de courtage. Une fois que tu as ton compte, tu peux acheter des actions individuelles, donc acheter Apple, acheter McDonald's, acheter la Banque Royale, donc décider dans laquelle action tu veux investir. Chaque action a son symbole, donc tu peux trouver facilement sur Internet le symbole de l'entreprise. Puis après ça, tu vas pouvoir voir le prix, décider combien d'actions tu veux acheter, une action, 10 actions, 100 actions, dépendamment du prix de l'action puis de combien d'argent tu peux investir. Donc, c'est assez facile pour acheter des actions directement. Une autre option qui est disponible, c'est les fonds négociés en bourse. Ça s'achète de la même façon, donc ça a un symbole, XIU, SPI, Y. Il y a plusieurs fonds négociés en bourse. Et un fonds négocié en bourse, c'est qu'au lieu d'acheter juste une action et avoir le risque d'avoir un déclin, comme on a vu avec Pfizer, un fort déclin, les fonds négociés en bourse sont un panier d'un certain nombre d'entreprises. Donc, on place plusieurs entreprises ensemble. Dans le cas de XIU, c'est les 60 plus grosses compagnies au Canada. Donc, sont tous, on achète une action de XIU, on achète une petite portion dans 60 compagnies au Canada. Le SPY, qui est aux États-Unis, c'est les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Donc, on achète un panier, on achète en général le marché des États-Unis ou en général le marché du Canada. Puis, ces fonds négociés en bourse vont avoir un rendement qui va être similaire, qui va ressembler pas mal au rendement du marché. Donc, c'est moins risqué que d'acheter juste une compagnie. C'est plus difficile d'avoir un grand gain parce que, comme on a vu avec Apple, le marché en général ne va pas augmenter de 10 fois en 10 ans, mais c'est une autre option que vous avez. Vous pouvez acheter des fonds négociés en bourse. Si vous n'êtes pas confortable à acheter juste une action ou des actions individuelles, ça, c'est des paniers d'actions. Finalement, vous pouvez acheter des fonds mutuels. Un fonds mutuel, c'est un peu la même structure qu'un fonds négocié en bourse. C'est plusieurs investisseurs qui mettent leur argent dans un compte. Donc, tout l'argent est accumulé dans un compte, puis le gestionnaire du fonds, lui, achète des actions, achète des titres avec l'argent qui est accumulé dans ce fonds-là. Donc, si on prend l'exemple de Tonus, par exemple, nous, on a à peu près 250 investisseurs qui ont mis de l'argent dans notre fonds. Donc, tout le monde met son argent. Et nous, comme gestionnaire, on choisit, au lieu d'acheter des 500 compagnies dans le marché américain, on choisit celles qu'on pense qui vont avoir le meilleur rendement. Donc, on est très, très précis ou on essaie de juste de trouver les meilleures compagnies plutôt que d'acheter le marché en général. Il y en a des centaines de fonds mutuels, de plusieurs types de sortes de fonds mutuels. Ce qui est important si vous voulez acheter un fonds mutuel, c'est de, regarder le type de fonds mutuel. Donc, est-ce que c'est des actions? Est-ce que c'est au Canada? Est-ce que c'est global? Est-ce que c'est des obligations? Il y a vraiment beaucoup de choix. Regardez le rendement historique. Donc, combien dans les dernières années est-ce que ce fonds-là a bien performé, n'a pas bien performé? Et finalement, regarder le frais. Donc, le gestionnaire du fonds, pour faire la sélection de titres, va charger un frais et le frais peut varier d'un fonds à l'autre.
finalement, quelques suggestions de lecture. Si tu aimes l'investissement, si tu veux en savoir plus, il y a 3 bons livres là, qui sont faciles à lire, les livres d'introduction qui sont mentionnés ici, One Up on Wall Street, The Warren Buffett Way, puis The Little Book That Beats the Market. Ce sont 3 livres qui sont assez généraux, puis que c'est une belle façon de commencer à lire. Il y a certains sites web aussi qui sont disponibles avec l'information. Donc, vous pouvez aller sur notre site web de tonuscapital.com pour voir certaines informations sur la façon dont nous, on investit, puis notre approche. Et puis, contactez-nous si vous avez des questions. On aime toujours pouvoir parler à nos investisseurs. Puis, sur ça, je vous souhaite une belle année 2024 avec de bons rendements et de bons choix d'actions.